Bonsoir à toutes et à tous, un plaisir de vous retrouver pour le journal du soir. Donc voici le sommaire. C'est une défenseure des droits de l'enfant, militante, maître Alexandrine Saïzonou est reconnue comme celle qui œuvre pour l'amélioration de la situation des enfants au Bénin. Et portrait à suivre de deux femmes qui ont jeté aux orties les préjugés et stéréotypes de la société pour se lancer dans des métiers dits d'hommes, de patrons d'entreprises qui forcent l'admiration. Enfin, on parle de l'abattage des cocotiers. De nombreuses personnes s'y adonnent à cœur joie, ignorant que cela crée d'énormes conséquences sur l'environnement. Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Bénin Business 24. On démarre par le portrait de cette femme d'exception, Alexandrine Saïzonou. Militante engagée, elle s'identifie comme une défenseure des droits de l'enfant et œuvre continuellement à l'amélioration de leur situation au Bénin. Le reportage à suivre justement lève un coin de voile sur sa personnalité, ses motivations et ses aspirations. La table des lois et le maillet représentés sur ces images sont des symboles de la justice. Un monde juste et équitable pour les enfants, c'est le rêve de plusieurs acteurs. En voici un. Alexandrine Falilatou Saïzonou, épouse Bédié, avocate inscrite au barreau béninois depuis 1995, est identifiée comme ardent défenseur des droits de l'enfant. Son histoire est atypique. C'est parti de mon enfance parce que, je le dis, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été très tôt orpheline de mère. Mais j'aurais pu connaître la violence familiale et tout. J'ai eu un père merveilleux, des tantes, des oncles qui étaient là, qui m'ont donné beaucoup de chance, qui m'ont évité la douleur et qui ne m'ont pas soumise à des privations, à des violences. Je me suis dit, en grandissant, pourquoi ne pas donner cette chance-là à des enfants qui n'ont peut-être pas la chance de naître dans des familles comme la mienne. Outre ces autres domaines d'intervention, cela fait plus de 2 décennies qu'elle s'évertue à défendre la cause de l'enfance. En exerçant ce métier, lorsque j'ai prêté serment, j'ai constaté qu'on voyait beaucoup d'enfants en conflit avec la loi, mais qui sont jugés comme des adultes, qui sont là sur les bancs du matin jusqu'au soir, des fois enchaînés, pour rien, pour un paquet de sucre volé. Dès que je vois un enfant traîner dans les juridictions, c'est d'aller vers cet enfant ou ses parents pour savoir pourquoi l'enfant est là. Parce que l'enfant n'a pas sa place au niveau des juridictions. Le Code de l'enfant est sa principale référence dans le domaine. Les enfants en difficulté avec la loi. Ce type de justiciable n'aurait existé si les droits de l'enfant sont respectés, soutient l'avocate. Quels sont les droits? Je dis tous les droits des enfants me semblent être bafoués aujourd'hui. Le droit à l'éducation, à l'alimentation saine. Ils sont pleins encore au marché d'emploi en train de vendre, malgré tout ce qu'on dit. La professionnelle de droit a à son actif plusieurs procès de gagner. La mise en place de la ligne d'assistance aux enfants et les autres efforts de l'exécutif dans le domaine sont à saluer. Mais il en faut plus. Et Maître Saïzonou en appelle à une prise de conscience collective. Quand j'ai l'occasion de parler à certains gouvernants, je leur dis ce que je pense. Entre autres recommandations, c'est qu'au niveau du ministère de la Famille, qu'il y ait un budget autonome pour l'enfance. Nous sommes devenus un peu trop égoïstes. C'est vrai que la vie est très dure, chacun court après le quotidien, mais ce n'est pas ça qui va nous empêcher d'avoir un regard pour les enfants autour de nous. Parce que je le dis, ce Bénin, nous le laisserons aux enfants. Et nous avons besoin de laisser ça à des enfants qui sont sains. Moi, de ma petite place, je continuerai à dénoncer. Altruiste de nature, Alexandrine Falilatou Saïzonou, épouse Bédié, défend également les causes liées au genre, étant membre fondateur de l'Association des femmes avocates du Bénin. Et on reste avec les femmes à l'honneur durant ce mois de mars pour vous proposer le portrait croisé de 2 patronnes d'entreprises qui exercent des métiers dits d'hommes. Mettant de côté leur féminité, elles s'imposent aujourd'hui dans la menuiserie aluminium et dans la sérigraphie calligraphie. Portrait.
Bientôt 6 ans que Nadège exerce en tant que vitrière. Un métier qu'elle a choisi pour se démarquer des stéréotypes. J'ai choisi ce métier parce que je ne voulais pas faire la coiffure ni la couture. Et un jour, j'ai vu une fille. Elle est mécanicienne auto. Donc ça m'a plu et je suis allée dire ça à mon papa. Mais il a refusé. Un ami aussi m'a proposé que la menuiserie aluminium, les femmes aussi font ça. J'ai accepté. S'engager dans la menuiserie aluminium, métier autrefois destiné aux hommes, ne fut pas un choix aisé. Très tôt, son père s'y est opposé. Au début, il se dit comment une femme va être vitrière. Non, que lui n'a jamais vu ça. Et lui-même, il est allé demander dans les ateliers pour voir si vraiment des femmes font ça. Ils ont dit oui. Ce pas de franchi, le challenge pour Nadège fut de s'appliquer et d'exceller mieux ou autant que les hommes. Quand ils viennent ici, ils disent, et je sors, je dis c'est moi la patronne, ça les étonne d'abord. Ils disent, ah, une femme, c'est toi qui as ici, c'est toi qui viens ici. Je dis oui. Il dit, ah, là, chapeau. Ici, par contre, dans cet atelier de sérigraphie-calligraphie, Dame Zita, déscolarisée, a très tôt été orientée par ses parents. Mon papa, lui, m'avait choisi la peinture auto. Et c'est ma maman qui me disait que je te voyais souvent lire et écrire. Pourquoi pas ne pas te lancer dans la calligraphie? En apprentissage, elle a fait face aux critiques de ses anciens camarades de classe. Mais armée de courage, elle a tenu bon son objectif en tête. Mes camarades d'école me citaient un peu parce que quand ils me voyaient, j'étais un peu sale. Donc quand je les voyais, je fuyais un peu. Mais avec le temps, quand je me suis habituée, déjà à 1 an de formation, je n'étais plus comme le début. Pour ces femmes, mères de famille, évoluer dans leurs différents choix de carrière a été un parcours difficile, fait de critiques, de coups bas, parfois d'incompréhension avec leurs conjoints. Quand je prenais des gros marchés, j'allais travailler tardivement, on faisait des veilles et tout ça l'a amené à avoir un peu de soucis. Mais après, nous deux, on s'était assis, on a parlé, on s'est compris. Et aujourd'hui, il me soutient fortement dans tout ce que je fais. Toi, vitrière, ma femme va être vitrière, toujours en contact avec les hommes. Ça le dérange, il n'est pas d'accord. Mais quand il a compris que c'est ça que j'ai fait et j'ai aimé le travail, donc il m'a soutenu. Malgré les difficultés rencontrées de part et d'autre, ces deux dames ne comptent pas baisser les bras. Elles estiment qu'il n'y a plus vraiment de métier homme-femme et encore moins de débat à faire à ce propos. On reste toujours avec les femmes et cette fois hors de nos frontières en Tunisie où les femmes subsahariennes sont quasi invisibles dans la société. La majorité d'entre elles sont victimes de traite et réduites à des travaux de domesticité. Beaucoup d'entre elles souffrent d'ailleurs du racisme et de mauvaises conditions de travail. Mais bien que cela soit difficile, certaines s'accrochent et parviennent à réaliser leurs rêves. Suivons ce reportage de nos confrères de France 24. Au restaurant La Marmite sénégalaise, le service du midi est le plus chargé pour Nogaï, qui sert des étudiants subsahariens mais aussi des clients tunisiens dans un quartier du centre-ville de Tunis. Le riz au poisson à la sénégalaise, c'est le plat national qu'on mange pratiquement chaque jour au Sénégal à midi. Voilà. Et ça marche bien en Tunisie? Oui, tu vois, la marmite est presque déjà finie. Quand tu arrives même à 13h, tu ne trouves plus. Le chemin n'a pas été facile pour cette entrepreneuse venue en 2013 en Tunisie pour travailler comme aide ménagère dans une maison. Elle n'a réussi à ouvrir son restaurant que 3 ans plus tard. À chaque fois quand je dépose une demande, il me dit que vous n'avez pas le droit de faire du commerce en tant qu'étranger. Donc finalement, j'ai persévéré 2 ans pour avoir le droit. La réussite de Nogaï reste une exception. En Tunisie, beaucoup de migrantes subsahariennes doivent travailler au noir et ont peu de droits. Myriam a accepté de nous raconter son histoire en gardant l'anonymat. Par exemple, tu travailles chez quelqu'un et si la personne te dit « tu as volé quelque chose, tu as volé un bijou, j'appelle la police »,
Chaque fois que la police vient, ça va être une demande de carte de séjour, de contrat de travail, alors qu'on n'a jamais de contrat de travail. Quand elle parvient à trouver un travail dans un centre d'esthétique, elle est confrontée au racisme de son employeur. Elle nous insultait chaque fois. Elle nous disait que nous sommes des Noirs, que l'on sent mauvais. Myriam a participé avec l'ONU et un collectif de dessinateurs tunisiens à l'écriture d'une bande dessinée pour sensibiliser sur son expérience. Mais selon Perle, étudiante centrafricaine et membre d'une association, il faut aussi se mobiliser pour mieux dénoncer, comme avec des formations sur la traite humaine. On donne les formations à ces migrantes parce que la plupart du temps, elles sont exploitées parce qu'elles ne sont pas informées. En 2018, la Tunisie a été l'un des premiers pays dans le monde arabe à voter une loi contre le racisme et les discriminations. Mais jusqu'à présent, peu de femmes subsahariennes arrivent à faire valoir leurs droits. Retour au Bénin avec cette interdiction d'abattre les cocotiers sans autorisation. Cette décision qui vise à régénérer le couvert végétal est motivée par le constat selon lequel l'on assiste de plus en plus à des abattages anarchiques de cocotiers. De quoi retourne cette interdiction? Précision à travers cette interview. Il y a plusieurs lois qui protègent les cocotiers étant déjà des espèces végétales et donc classées, disons, au rang des espèces protégées par la convention de l'IUCN, une convention que le Bénin a ratifiée. Quand on prend aussi la convention sur la diversité biologique, le Bénin a ratifié cette convention-là. Il y a aussi la récente décision issue du Conseil des ministres du 12 décembre 2018, à l'issue de laquelle le gouvernement a interdit, bien entendu, la coupure anarchique quand même de ce type d'espèces sur toute l'étendue du territoire national. Donc l'un dans l'autre, on peut dire que le Bénin ne manque quand même pas d'arsenal juridique pour traiter quand même de la réglementation ou de la régulation et de la gestion des cocos nucifera qu'on appelle couramment les cocotiers. Les avantages sont multiples. D'abord, au plan environnemental, ce sont des espèces qui luttent contre l'érosion côtière. C'est des espèces qui résistent au vent, quelle que soit la nature du vent, parce que ces racines s'enchâssent très souvent dans la terre ou l'espace qui l'accueille. Et ça, c'est l'un quand même de ses bénéfices. La noix de coco aujourd'hui est très prisée des Béninois et donc de ce pas, elle est très réclamée, que ça soit au niveau de la pulpe, que ça soit au niveau même disons, de l'enveloppe qui peut être utilisée aujourd'hui même dans l'agriculture biologique. Il y a plusieurs utilisations qu'on peut faire. Aucun objet du cocotier n'est jeté et donc c'est une plante qui est fortement recommandée et son besoin est vraiment exprimé dans le rang des populations. Ce sera donc tout pour ce journal du soir à retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Portez-vous bien et à très bientôt.